RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes, chères auditrices et chers auditeurs de l'émission du Son des Bulles sur RCN 90.7. On est ravis de vous revoir aujourd'hui. Alors, ravis aussi de revoir nos super chroniqueurs pour la dernière émission de l'année, bien sûr, parce que c'est pas la dernière du tout. Alors aujourd'hui, nous retrouvons donc David Bulle qui a rejoint notre équipe début décembre. Bonjour. Bonjour David. Nous deux F comme féminine, Francine et Françoise. Ça commence bien. Ça commence bien, ça bafouille. J'en connais qui vont se régaler. Oh oui. Et évidemment, notre vénérable Charles qu'on a élu roi d'Angleterre. Encore pas, c'est en pourparler. C'est en pourparler. C'est en pourparler. C'est une question d'oreille ou non? Ça va être long. Mais enfin, je fais valoir mes droits, mais pour l'instant, ça avance doucement. Oui, Oui, comme mais le nous, prix Nobel. on t'a élu, nous. Oui, d'accord. Pardon, Mais enfin, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Bah, voilà. Et puis donc, bonjour à Jean-Luc, à la technique. Salut Jean-Luc. Alors, cette émission, comme c'est la dernière de l'année, on a décidé de donner carte blanche à nos chroniqueurs. Donc, restez avec nous, vous allez passer un moment extraordinaire. Extraordinaire. Et Francine, justement, a craqué pour Colorado Train et partage avec nous la conversation avec Alex Winker. Alors, vous avez craqué pour Colorado Train ou pour Alex Winker? Un peu des deux, à vrai dire. Je me doutais. Oui, la voix. Donc, alors, Alex Winker, bonjour. Alors, Bonjour. oui, parce qu'il faut dire que voilà, l'émission, on a enregistré à la radio, on a enregistré, c'est préenregistré puisque Alex ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui par téléphone, donc on l'a enregistré avant. Donc Colorado Train, c'est un coup de cœur pour moi, un coup de cœur pour Quai des Bulles, mais coup de cœur pour moi aussi. Alors, je vais prendre le résumé de l'éditeur pour une fois, parce que je trouve que justement l'éditeur, c'est Sarbacane, et c'est vraiment un éditeur qui fait des résumés aux petits oignons, c'est-à-dire que vraiment, ils sont toujours très très soignés, il n'y a rien à retirer, rien à rajouter, donc je le prends. Milieu des années 1990, une ancienne ville minière écrasée de toutes parts dans les montagnes rouges du Colorado. C'est dans cette Amérique profonde, oubliée dans une décennie de prospérité économique, que grandit Michael, un ado paumé style skater, cheveux mi-longs, baggy, hoodie et converse. Il y a aussi Durham, le gamin SDF accro au crack, et le gros Don qui s'efforce d'échapper aux brutes du collège. Et bien sûr, Suzy, la rebelle androgyne, toujours un cocard au coin de l'œil laissé par son shérif de père. Mais la vie est belle parfois entre le skate, l'école buissonnière, les rêves, les premières fois, de l'amour aux bières, tout ça sous le soleil cuisant de juillet. Jusqu'au jour où un gosse de la ville qui avait disparu est retrouvé à moitié dévoré. Aussitôt, les 4 potes décident d'enquêter. Dans l'ombre, le tueur, les regards s'agiter. Et bientôt, les prend en chasse. Alors, c'est une adaptation éponyme du roman éponyme de Thibaut Vermeau. Et l'album met donc en scène 4 ados. Ils étaient 5 dans le roman. Ce n'est pas la première fois qu'Alex Winker adapte un roman. Il l'avait déjà fait avec brio pour Servir le peuple et Un travail comme un autre. Alors évidemment, la première question qui est arrivée, c'est la question de l'adaptation. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le roman de Thibaut Vermeau? Et qui dit adaptation, dit suppression de certaines scènes, et dans ce cas précis même, comme pour Un travail comme un autre, vous avez également changé d'époque ainsi que la fin du récit. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos choix scénaristiques? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi j'adapte un roman? C'est surtout ça la question, parce que bon, je pourrais très bien écrire des histoires sans adapter de roman. Je l'ai déjà fait avec Apache, je l'ai fait avec Panama Albron qui reprenait la vie du boxeur. Et j'ai toujours des idées sous le coude. Et j'avais envie depuis longtemps de travailler sur les train hoppers, les hobos, qui traversent les États-Unis sur les trains de marchandises. J'avais envie aussi de travailler une histoire qui se passe dans une époque plus proche, une époque que j'aurais pu vivre, qui est les années 90. J'avais envie de travailler sur les États-Unis, j'avais envie de travailler sur l'adolescence. Donc ça, c'était des projets que j'avais à côté. Et étant un auteur Sarbacane, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres auteurs Sarbacane, y compris des auteurs de romans. Et j'avais rencontré Thibaut Vermeau chez Sarbacane. On avait d'ailleurs travaillé ensemble sur un roman d'horreur déjà, qui s'appelait La route froide, qui était une réécriture horrifique de Construire un feu de Jack London. Et j'avais lu Colorado Train.
Donc j'avais beaucoup aimé Colorado Train, donc le roman, donc, l'histoire du roman. Et j'aurais aimé l'illustrer, par exemple, ce que j'avais fait avec La Route froide. Oui. Et je m'étais dit, tiens, j'aurais peut-être aimé aussi l'adapter, ça m'aurait permis, de mon côté, de travailler ces différents sujets, si Thibaut me le laisse faire, c'est-à-dire je garde le fil de son roman, c'est-à-dire cette bande de jeunes, ce club des 5 un petit peu, qui est devenu un club des 4, aux États-Unis, qui est aussi un peu une réécriture de Body, de Stephen King. Et si je garde le fil, je peux, une fois que j'ai retiré en gros tout ce qui m'intéressait pas dans la BD que je voulais en faire, accrocher tout ce que j'avais sous le coude, c'est-à-dire insister sur les hobos qui sont présents mais de façon beaucoup plus ponctuelle dans le roman, travailler sur les années 90, tout ça c'est possible si Thibaut me laisse faire, quoi. Et Thibaut l'a laissé faire pour notre plus grand plaisir. Puisque l'adolescence est la thématique principale, écoutons comment Alex Sinker s'est approprié le titre. Personnellement, je trouve son interprétation très belle. Alors, vous avez déclaré à Saint-Malo que Colorado Train est un cadeau à l'Alex de 15 ans. Or, dans The Body, justement, dont vous parliez, la longue nouvelle de Stephen King, à laquelle Thibaut Vermeau d'ailleurs rend hommage, dans son roman également, les jeunes vont sur leurs 13 ans. Vous ne mentionniez pas d'âge, mais j'ai l'impression que vous les avez un peu vieillis et qu'ils seraient plus proches des 15-16 ans que des 12-13. Je me trompe ? Oui, ils sont plus proches des 15-16 ans, mes personnages. Que les 12-13. J'avais vraiment envie de travailler sur l'adolescence, mais l'adolescence, pleine adolescence, pas les pré-ados. Et ce qui m'intéressait dans Colorado Train, quand je vous disais juste avant, c'était de travailler sur l'adolescence. Au final, Colorado, je le vois pas comme l'état du Colorado. Ça serait passé dans un autre état américain, ça me dérangeait pas de travailler autrement. Mais en revanche, ce qui m'intéressait, c'était ado, donc Colorado et Color, les différentes nuances de l'adolescence. C'est un truc qui m'avait séduit dans le titre. Le titre est très beau, Colorado Train. Alors bien sûr, on pense au train qui est même présent sur la couverture, c'est pas ça. Mais moi, il y avait vraiment le côté adolescence. Je voulais vraiment travailler, tant qu'il m'en reste un tout petit peu dans le corps de l'adolescence. Et là, on parle du micron, qui reste ce que j'ai dit. Mais voilà, je voulais travailler sur cet âge, qui est un âge qui nous marque tous, et avant qu'il ait définitivement disparu. Bon, après, j'aurais pu travailler sur celle de mon fils, mais c'est encore différent. Là, je parle d'une adolescence des années 90, qui est celle dont j'ai les codes. Et oui, les codes, il les a, le skate, les baladeurs à cassette et la musique, car la musique est omniprésente. L'album est composé de petits chapitres introduits sur une page titre où le dessin d'une mini-cassette est accompagné d'un titre de chanson. En fin d'album, on retrouve la playlist accompagnée d'un QR code. La musique de l'adolescence, les couleurs de l'adolescence, et pourtant le roman graphique est totalement noir et blanc. Colorado Train, c'est une claque au niveau du propos, mais c'est aussi une claque au niveau du graphisme. Le dessinateur a délaissé la bichromie ou trichromie de ses précédents albums et a opté pour un puissant noir et blanc texturé qui nous happe dès les premières planches. Le noir envahit les pages lors des nombreuses scènes nocturnes avec une utilisation magistrale de la lumière, alors qu'on va se noyer dans le blanc lors de l'épisode se déroulant dans la neige. Il ne cesse de nous surprendre, les pleines pages étant tour à tour des moments de respiration, comme par exemple ce paysage qui rappelle Twin Peaks de la page 169, ou au contraire se révèle être de véritables électrochocs pour le lecteur. Alex Sinker est la sortie de sa zone de confort pour se lancer dans ce que j'appellerais le thriller horrifique. Comme je disais, ça a été un vrai coup de cœur cet album, mais ça a aussi été un coup de poing à la limite de l'hypercute, car vous abordez un genre peu exploré dans la bande dessinée franco-belge, le thriller horrifique, teinté même d'un soupçon de fantastique avec la légende du Wendigo. Et il faut bien reconnaître que certaines scènes font froid dans le dos. Alors, en abordant ce genre, justement, qui est nouveau aussi pour vous, êtes-vous allé regarder plutôt du côté des comics ou des mangas ? Alors, bien sûr, il y a plusieurs influences. Il y a forcément le manga, parce que pour trouver un rythme d'horreur, ils sont très 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 bons. Il y a, je pense à Junji Ito. Oui, moi aussi. Il y a eu des ressorties. Donc, alors Junji Ito essentiellement parce que le dessin est magnifique. Oui. Mais en plus, il arrive à créer ces atmosphères Lovecraftiennes. Il s'inspire beaucoup de Lovecraft. Oui. Donc c'est toujours des atmosphères pesantes de petites villes, de villages,
avec une sorte de folie que tout le monde partage, essentiellement les adultes. Il y a un personnage qui se retrouve seul face à toute cette population. Donc c'était un peu ce que j'avais en tête avec mes personnages, puisque ce sont des ados, mais on est dans une Amérique qui est devenue folle un petit peu, avec des adultes qui sont complètement dépassés, et eux doivent se débrouiller. Donc ça, c'est plus du côté du manga, c'est l'idée qui vient tout de suite. Et du côté des Américains, alors on va plus être du côté des comics des années 70, 80, des trucs assez crades comme Eerie and Creepy, et donc là des images qui sont à la limite du burlesque, mais aussi, là pour revenir un peu à Stephen King, quelqu'un qui l'a illustré aussi, c'est Bernie Wrightson. Et là, on a des images qui sont aussi très belles et vraiment terrifiantes. Donc on est un pied dans les deux, plus au niveau du rythme, plus proche du manga, je pense, dans ce que j'ai voulu créer, et du côté du dessin, peut-être plus proche des Américains, qui dans tous les cas sont dans mon panthéon d'auteurs qui m'ont donné envie de faire de la BD. Là, dans mes derniers coups de cœur, mon gros coup de cœur de cette année, on est sur du noir et blanc, c'est Valentine Cuny-Le-Calais avec Serendipité et un soleil. Oui, ouais. Donc, mais bon, c'est vraiment l'image qui marque. Mais l'année dernière, c'était Barry Smith, Monstre. C'était vraiment une claque visuelle. Donc voilà, c'est ça. On est encore sur du noir et blanc pour les deux. Donc je pense que en tant que lecteur, j'aime beaucoup le noir et blanc. Je me souviens encore de ma claque visuelle quand j'étais ado, quand j'ai découvert Crumb. C'était c'est ça. Donc j'ai toujours évolué comme ça. Le type qui m'a donné envie de dessiner au pinceau, pareil, quand j'avais à peine, j'avais 17 ans, c'était quand j'étais à Saint-Luc, c'est quand je découvre le travail de Charles Burns. Oui. Je tiens, Charles Burns avec Black Hole et toujours ces images effrayantes, la monstruosité. Donc voilà, c'est ça. Je pense que je dessine vraiment avec une pensée en noir et blanc. Je veux dire, si je suis chez Sarbacane aujourd'hui et si je reste chez Sarbacane aussi, c'est parce que j'ai découvert un auteur quand j'étais beaucoup plus jeune. C'était Franz Duchâteau avec Le Rêve des Météores Slim, et c'est lui qui m'a donné envie d'aller chez Sarbacane. Donc, si aujourd'hui, en fait, tous mes choix sont des choix en noir et blanc. Et oui, son noir et blanc, splendide. Mais Alex Sinker, ce n'est pas seulement un excellent dessinateur, c'est également un excellent scénariste. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est sa scénarisation, où la narration se fait par l'image, ses dialogues au cordeau, son découpage cinématographique. N'oublions pas qu'il est titulaire d'un master en cinéma. Son sens du rythme, la tension qui va crescendo, l'empathie qu'il suscite pour ses personnages, son sens du détail. Tout sonne juste et nous fait pénétrer en plein cœur du récit. On tremble pour eux, les ados, on tremble avec eux et on tremble jusqu'à la fin. Et puisqu'on parle de fin, je vais justement laisser le mot de la fin à Alex Sinker. C'est ça, en fait, on a fait plein de choses. Et Colorado Train est peut-être une des choses les plus intimes en fait que j'avais, puisque c'est avant de passer par les études, avant de passer par toute la culture qu'on a à partir de 15, 16, 17, 18 ans, quand on se nourrit de plein de choses. Là, c'est vraiment le tout début, quoi. C'est vraiment ce qu'à 15 ans, je me serais reconnu là-dedans, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que j'aurais aimé l'offrir à Alex de 15 ans. Ouais. Parce que il s'y fait retrouver complètement, quoi. Il avait ces références-là, il aurait découvert des choses qui lui auraient sans doute plu. Et je pense qu'il aurait été content de savoir qu'à 36 ans, il faisait ce genre de livre. Donc voilà. Je crois que c'est une belle conclusion, ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi pour la lumière que vous mettez sur mon livre. Ah, mais il le mérite. Eh bien, merci beaucoup Francine. Vraiment, ça donne très envie de lire cet album. Et pourquoi pas de l'offrir en cadeau de Noël. On est le 22 décembre, on a encore peut-être la possibilité de le faire. Et ce qui est amusant, c'est que justement, quand il dit qu'il est venu chez Sarbacane pour Franz Duchâteau, j'ai interviewé Venzo pour Kiss the Sky, justement, à Blois. Et lui a dit la même chose, qu'il était impressionné par Franz Duchâteau et Le Rêve de Météores Slim. Donc deux grands dessinateurs du noir et blanc et qui ont la même référence française en plus. Ok. Bon, maintenant on va passer à toute autre chose. Maintenant, nous allons retrouver une amie, Laurie, qui a promené sa roulotte librairie La Tête dans les nuages par Mont et par Vaux et qui revient en Lorraine. Donc Olivier, tu l'as rencontrée ? Eh oui, rappelez-vous, Laurie, elle a créé en 2020 une librairie itinérante qui s'appelle La Tête dans les nuages. Et jusqu'en 2021, elle posait sa magnifique roulotte tout en bois sur les marchés
marché lorrain. Et c'est sur l'un d'eux, à Villers-les-Nancy, que nous l'avions rencontré il y a un peu plus d'un an. Et puis en octobre 2021, elle a entamé un tour de France, des régions et des villages. Et pour les fêtes de Noël, elle est venue faire une halte du côté de Nancy, où nous sommes allés la rencontrer pour faire un petit bilan. Alors déjà, elle nous a expliqué quelle région elle avait traversée. Donc en partant bien sûr de la Lorraine l'année dernière, je me suis arrêtée déjà la première étape en Bourgogne, dans le département Côte-d'Or, donc entre le Morvan et Dijon. Ensuite j'ai continué donc vers l'ouest en m'arrêtant en Indre-et-Loire pendant 2 mois cette fois-ci. Et ensuite, je me suis arrêtée, donc j'ai réduit un petit peu la période et je me suis arrêtée 1 mois à chaque fois. Donc là, j'ai fait le mois de mars en Vendée, le mois d'avril en Loire-Atlantique. J'ai passé pas mal de temps en Bretagne parce que je me suis arrêtée 1 mois du côté de Saint-Brieuc, 1 mois dans le Finistère, 1 mois dans le Morbihan. Et ensuite, voilà, j'ai continué par le nord, donc je me suis arrêtée en Normandie. Et donc du côté de Caen plutôt, et ensuite dans le nord, voilà, le département du Nord, avant de revenir ici pour la période de fin d'année, en testant un petit peu les marchés des Vosges, refaire quelques marchés de Meurthe-et-Moselle, et pour Noël, l'Alsace. Voilà, alors pour tous ceux qui iront sur les marchés de Noël en Alsace, sachez que Laurie sera à Münster, Zimmerbach, Colmar et Mulhouse. Voilà, puis on a voulu quand même en savoir un peu plus pourquoi Laurie s'était lancée dans ce périple à travers la France. Premièrement, vraiment dans l'idée de voyager, de découvrir les régions de France. Et ensuite de tester l'aspect nomade, voyage étendu sur toute la France comme ça. Et éventuellement découvrir sur quelle région peut-être il y a un public qui est un peu plus favorable à la librairie itinérante, donc à la découverte des livres sur les marchés ou sur des événements. Ensuite, à terme, l'idée, ça va peut-être être de choisir plusieurs régions. Donc, de revenir en Lorraine, c'était l'idée de base. Et après, peut-être de tourner sur plusieurs régions de façon plus régulière à l'année. Je pensais par exemple à faire les saisons, une saison en Bretagne, donc tous les étés en Bretagne, les hivers en Lorraine. Enfin voilà, pour l'instant, c'est encore une idée comme ça et on continuera d'y réfléchir l'année prochaine. Voilà, alors 1 an sur la route seul, c'est un rythme un peu inhabituel. Vous feriez ça, vous les amis, ou pas, non ? Un petit peu. C'est peut-être motivant, ça. C'est vrai que la découverte des gens, voilà, ça peut donner des idées de création de scénarios, enfin des trucs comme ça. J'avais rêvé d'être rémouleuse, philosophe. C'est-à-dire que je rémoulais et puis on faisait de la philosophie en même temps. Donc en roulotte, j'avoue que puis faire les marchés, j'aurais trouvé ça sympa. Il faudra qu'on approfondisse le concept. Hein. Oui, alors, on a quand même demandé à Laurie comment elle avait vécu cette vie de nomade. Alors ça me plaît complètement. C'est très intense. Et effectivement, j'avais ce besoin, c'était déjà un petit peu de l'itinérance, même si je restais en Meurthe-et-Moselle la première année. Mais voilà, j'avais ressenti le besoin que ça bouge encore plus, de casser encore plus la routine. Et je me rends compte que ça me convient totalement. Alors après, pour combien d'années, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'à un moment, je vais me rendre compte que voilà, ça m'a plu pendant quelques temps et qu'après je voudrais me poser, bien sûr. Mais pour l'instant, ça me plaît complètement. C'est pour ça que je me suis donné 2 ans. Et donc, le bilan au bout de cette première année, c'est qu'il n'y a pas de souci, je continue sur ma lancée. Et qu'après, je commence à réfléchir à un concept qui me fasse aussi voyager l'année, quoi. Et voilà. Voilà donc une première année qui s'est bien passée pour Laurie. Alors bien sûr, comme elle me l'a expliqué, tout n'est pas rose. Transporter une grosse roulotte sur des chemins boueux, c'est quelquefois une route de l'impossible. Et puis il y a aussi les inévitables petits coups de mou, les baisses de morale. Mais tout ça est surmonté par la famille, les amis et la petite communauté qui entoure Laurie. Alors la suite, c'est quoi ? Donc comme je te le disais, je vais m'arrêter un petit peu 2-3 semaines entre Noël et début janvier pour organiser l'année qui vient. Et donc ce sera la partie sud de la Loire, sud de la France. Quand je dis sud, c'est vraiment globalement tout ce que j'ai pas fait. Donc je sais pas, les régions Auvergne, du côté de Lyon, du côté de Bordeaux, et puis ensuite vraiment le sud de la France, quoi.
Le sud de la France. Ah bah tiens, je viens de recevoir un SMS d'un monsieur qui habite dans le sud et qui me dit... Le Lot est une formidable région avec de beaux marchés. On attend Laurie avec impatience. Je ne sais pas qui c'est ce monsieur. Je sais pas, mais on peut lui donner des bonnes adresses de bons marchés. En plus, où il y a même des marchés gourmands où on mange un régal. Voilà. Alors, c'était un vrai plaisir de retrouver Laurie. On lui souhaite bien évidemment beaucoup de réussite pour la suite de son aventure. Sachez que l'on mettra l'intégralité de l'interview sur notre page Facebook, Le Son des Bulles, et que vous pouvez suivre et soutenir Laurie sur ses réseaux sociaux, librairie La Tête dans les Nuages. Voilà. Et voilà, notre chère Laurie. Alors maintenant, on va avoir un moment d'émotion parce que c'était une année assez funeste. Alors là, ça va être un peu tristounet, où on a quelques grandes figures de la BD et du dessin qui sont partis rejoindre leurs amis. Donc Charles, tu vas nous parler de... Jean-Jacques Sempé, mais alors lui, il ne faisait pas de la BD, non, justement. Lui, c'est un illustrateur, dessinateur de presse. Donc, il a vécu 90 ans, donc il est mort cet été. Et l'histoire de Sempé, en fait, c'est un jeune gars qui a eu une enfance très très difficile. C'était père alcoolique qui rentrait, qui tapait sur tout le monde. C'était des gros handicaps. Il était bègue quand il était jeune, tellement était traumatisé par le climat familial. Et il s'est libéré par le dessin. Bon, alors évidemment, c'était difficile, c'était dans le Sud-Ouest. Il a réussi à placer des dessins dans le journal Le Sud-Ouest assez rapidement, quand il avait 18 ans. Mais il faisait des petits boulots. Il a été représentant dentifrice. Et il faisait aussi livreur. Enfin, c'était les Uber Eats avant l'heure. Il faisait des livraisons à bicyclette. Il a fait de la vie du vélo toute sa vie. Voilà, c'était vraiment un cycliste. Et pour lui, la chance qu'il a eue, c'est qu'il a fait son service militaire à Paris, au fort de Vincennes, et il se promenait dans Paris, et il a rencontré, rencontre décisive, il a rencontré René Goscinny, avec qui il est devenu ami, et ils ont collaboré dans un journal belge qui s'appelait Moustique. Et un jour, Goscinny s'était engueulé avec le patron de Moustique. Il est parti, il a donné sa démission, et Sempé aussi est parti avec lui. Ils ont toujours été très liés. Ce qui fait que, petit à petit, il a commencé à placer des dessins de presse, avec les dessinateurs de l'époque. Je ne sais pas si on se souvient, Bosque, Chazal, des gens comme ça. C'était il y avait un journal qui s'appelait Match. La dernière page, c'était des dessins. Il a réussi. Il a commencé à placer des dessins. Et surtout, après, il y a eu le petit Nicolas. Et donc, dans le premier numéro du journal Pilote, qui a été la référence dans les années 60-70, il y avait le petit Nicolas, qui a été un succès immédiat, repris après par chez De Noël. Après, il a fait des albums régulièrement chez De Noël, où c'était Rien n'est simple, des albums. Mais surtout, après, consécration internationale, il a fait quand même plus de 100 couvertures du New Yorker. Oui. Puis après, on va pas compter le nombre de journaux dans lesquels il a coré, mais voilà, très, très, très grosse pointure. Ok. Voilà. Je suis contente de bien l'aimer. D'ailleurs, le film qui vient de sortir sur le petit Nicolas, qui avait d'ailleurs été donné en avant-première à Nancy, est vraiment très, très bien. Ça reprend bien justement la rencontre de Goscinny, de Sempé, l'évolution du petit Nicolas. Et au départ, quand même, le petit Nicolas, c'était une BD. Mais c'est pas vraiment de la BD. Ça y est, la grande discussion. Au début, je suis content, Charles. Je l'ai pas vu. Si, au départ, le petit avec Nicolas... Avec des cases et des bulles. Oui, est sorti en BD. J'ai même des photos. Tiens, je pourrais t'envoyer des photos. À l'exposition Goscinny, il y avait des photos. Il est sorti en BD. Mais c'était des faux. Non. Mais Sempé, justement, c'était un format qui ne lui convenait pas. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché quand c'était en BD. Donc, ils l'ont repris autrement. Et voilà, ça a été le départ du petit Nicolas. Alors, le gag aussi, c'est pourquoi Nicolas ? Parce que comme son père était alcoolique, c'était les vins Nicolas. Ok, alors là, on va faire un deuxième hommage. Donc, c'est David qui va s'y coller. Oui, alors du coup, c'est vrai que moi, étant originaire plutôt du comics, je me suis penché sur un hommage particulier qui était fait à Carlos Pacheco, qui est mort, qui nous a quittés en 2022 à l'âge de 60 ans, d'une maladie un peu embêtante, qui s'appelle dit Charcot. Et donc, c'était un Espagnol originaire de Cadix, ancien prof de biologie, très sympathique, excellent dessinateur.
connu pour avoir travaillé sur la série des Fantastic Four, X-Men, et il est connu pour un arc fabuleux qui s'appelle les Avengers Forever, donc qui met en scène les Avengers comme on connaît au cinéma, et qui a révélé son talent et accompagné donc de Kurt Busiek au scénario, Jesus Mourinho son encreur. Et c'est vrai que ce duo-là est très particulier parce que c'est vrai quand on rencontre des duos dessinateurs-encreurs qui font le café, j'ai envie de dire, et ben ça c'est super parce que les lecteurs adorent et puis bien sûr les éditeurs sont en raffolent. Pacheco est un autodidacte, donc c'est vrai que je me porte d'affection pour ça parce que je suis un petit peu dans cette ligne-là. J'ai pas son talent, mais il s'est inspiré du travail de grands artistes qu'il a admirés, Neil Adams, John Buscema, Jill Kane, Michael Golden ou George Perez, et qui nous ont eux aussi, enfin pour Neil Adams notamment, John Buscema, Jill Kane et George Perez nous ont quittés également. L'année 2022 pour le monde des comics n'a pas été à la fête. George Perez, Neil Adams, Tim Sale, Kevin O'Neill ont complété malheureusement la liste qu'on cite. Il a des grandes qualités de crayonné, Carlos Pacheco. C'est une référence pour beaucoup de... Pardon, je reprends un petit peu, parce que c'est ma première. Il représente les plus célèbres personnages des comics de manière dynamique, une qualité de trait donc, de la BD-US, des super-héros que les lecteurs et dessinateurs apprécient. Monsieur Pacheco était malade, donc sur la fin de sa carrière, il a plutôt travaillé sur les couvertures, parce qu'il n'avait plus trop le temps de réaliser des planches complètes, ou de temps en temps quelques épisodes, mais très courts, ou des participations. Et je conseille, par rapport à son œuvre, quelques bandes dessinées références qui sont Vice et Vertu, donc qui traitent de la JLA, la Justice League Society, ou des Avengers Forever. Et mon coup de cœur est pour Arrowsmith. C'est une bande dessinée qui se passe pendant la guerre de 14, mais avec une version un peu fantastique. Il n'y a pas d'avion, c'est des hommes qui volent avec des dragons. Enfin bref, c'est une version un peu revisitée de la guerre de 14, mais il l'a très très bien fait. Donc voilà, c'est mon hommage pour ce grand monsieur qui était Carlos Pacheco. Ok, merci beaucoup David. Bon, maintenant on va passer à une pause musicale. Non, moi je voulais faire d'abord. Moi pardon, j'avais projeté de faire un hommage aux gens célèbres dessinateurs qui sont nés cette année, mais la censure exercée par Olivier Anne-Marie me l'a interdit. Donc je ne dirai rien à ce propos, mais j'en pense pas moins. Oui, mais alors. T'as des noms Non, j'ai été censuré. Donnez-nous les noms. Bon, c'est pas grave, t'en parleras bien à une autre occasion. On te fait confiance. Là, on passe donc à la pause musicale avec Jean-Claude Denis. Le son des bulles sur RCN. Un bon blues là qu'on vient de vous partager, d'un album qui s'appelle For the Rain to Fall, et que Francine nous a déniché. Oui, à Blois. Parce qu'à Blois, justement, eh bien, c'était un peu rock'n'roll cette année. Il y avait 2 expos sur le rock, Rétroviseur. D'ailleurs, il y a un des dessinateurs qui vient de décéder, puisqu'on parlait, j'ai plus son nom en tête, qui jouait également dans Game of Thrones. Donc, qui est décédé il y a quelques jours, et donc il y avait des dessins aussi de lui qui étaient là-bas. Et puis il y avait une autre expo qui était rock, vinyle et guitare, avec notamment des guitares non pas customisées, mais sérigraphiées de Bilal, de Druyet. Et la troisième, je ne sais plus, c'était de Solé, voilà. Et puis donc, j'ai rencontré. Il y avait donc, Jean-Claude Denis avait fait également avait décidé pour les vinyles et tout. Et puis, il était là et j'ai acheté son disque et je trouvais que c'était pas mal du tout. Voilà. Parce qu'on a oublié de dire que l'album était de Jean-Claude Denis. Alors, c'est lui qui fait tout, les voix. Paroles et musique. Il y a même un extrait, il y a même une plage où il y a Berberian qui joue avec lui. Oui. Voilà. Très bien. C'est vrai que chez les dessinateurs, il y a beaucoup de musiciens aussi. Oui, énormément. Ouais. Alors maintenant, on va écouter David qui va nous parler d'un comics qui s'appelle... Le Noël de Lobo. Voilà. Donc de Simon Bisley au dessin, Alan Grant au scénario. Alors c'est une BD assez ancienne, comme c'est aux éditions Comics USA, donc ça n'existe plus en France. Mais le personnage de Lobo donc, est un personnage... Alors, il apparaît en 83 dans la série Omega Men, qui est créée par Kate Fekler et Roger Stephens, une série retraçant les péripéties d'un groupe d'extraterrestres. Et Lobo était une satire en fait de personnages à cette époque, donc c'est des années à peu près 80-90,
qui repense la mode des héros violents. Alors, c'est-à-dire, c'est peut-être pas, mais avec des pouvoirs complètement abusés, Wolverine, Punisher, Cap dans les X-Men, ou des personnages complètement dingos, quoi. Lobo, donc en 90, obtient une série en son nom, avec des nouvelles origines. Il est désormais une espèce de scarnien, un motard de l'espace, à la musculature démesurée, des chaînes habillées en cuir comme un biker. Calme-toi, François. Ouais. Un chasseur de primes qui honore toujours ses contrats, car l'homme n'a qu'une parole, même s'il a tendance à jouer sur les mots. Ah. Ouais, pas mal. Cette réécriture donc, par Alan Grant au scénario et un dessin avec Simon Bisley réinvente le personnage, refait ses origines et ancre une version moderne qu'on connaît aujourd'hui, qui est la version la plus appréciée des lecteurs. Lobo a été créé comme une sorte de défouloir pour le dessinateur et scénariste, un peu comme Deadpool chez Marvel récemment dans les séries ou les films. Effectivement, on peut lui faire subir à peu près n'importe quoi, il se régénère, etc. Ah oui. On peut le faire souffrir, exploser, bref. Lobo a des pouvoirs complètement abusés. Lobo est le dernier de sa race, bien sûr, dernier scarnien, une force quasiment similaire à celle de Superman, qu'il rencontre régulièrement dans les comics, qui a quand même la chance de pouvoir se dire « j'ai rencontré Superman plusieurs fois ». Ce qui est quand même pas courant, hein, quand on rencontre une fois, on prend une leçon. Capable de sentir dans l'espace et traquer des proies à travers plusieurs galaxies. Donc sentir dans l'espace, oui, on a du mal à imaginer. Il est invulnérable mais peut se faire arracher les membres, mais ça repousse. Hein, c'est sûr. C'est un lézard. Alors oui, alors tu ne crois pas si bien lire, effectivement. Il est interdit de séjour en enfer et au paradis car il a créé un trop gros bazar, donc il est peinard. Donc voilà, il est blacklisté. Il adore le heavy metal, il s'est même fait ouvrir le crâne pour y placer une radio pour y placer une radio qu'il écoute à fond à longueur de journée. Cette radio passe du heavy metal, bien entendu. Bah oui. Malgré l'ultraviolence qui le caractérise, il a une affection particulière pour les dauphins de l'espace. Ça c'est. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, nous. Non, il les adore. Il est accompagné d'un gros chien qui le suit également dans l'espace. On se demande comment d'ailleurs. Il a également un fan club de pingouins. Alors, je vais en venir au bouquin parce que vous me direz, qu'est-ce qu'on parle du livre ? Eh bien, parce que c'est des pingouins qui l'ont suivi à la suite d'une mission où il a été embauché par le lapin de Pâques pour déglinguer le Père Noël. Le Père Noël qui est une espèce d'ordure finie, qui embauche, qui n'embauche pas, donc qui fait travailler des pauvres lutins. Voilà. On revient un petit peu à Noël, hein, finalement. Oui, l'exploitation. Donc c'est une espèce de dictateur dans son pôle Nord, là-haut. On croit que tout se passe bien, mais en fait, non, c'est une espèce d'ordure finie. Voilà, donc il lui fait sa fête, parce que bien sûr, comme il n'a qu'une parole, il règle son compte au Père Noël. Et donc voilà, donc ce personnage est assez emblématique de l'univers DC Comics. Et Stanley lui-même avait dit un jour, à une interview, on disait quel est le personnage de DC Comics que vous auriez aimé créer ? Il dit Lobo. C'était vraiment le personnage qu'il aurait aimé adorer créer dans il te ressemble Marvel. un peu, je trouve. Ouais, de le côté un peu, c'est ça. Dans les cheveux. Le matin quand je me réveille. Voilà, donc effectivement, donc une BD qui est assez ancienne, alors assez violente, peut-être un peu datée aujourd'hui parce qu'elle est très basique. Voilà, on est ça fait plaisir aux dessinateurs. Le scénario n'est pas super conçu, voilà, mais bref, c'est un bon moment de poilade et puis de déglingonade. On sent qu'il y a du plaisir là. C'est une BD phare. Puis Simon Bisley, il y a 14 litres d'hémoglobine. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais énormément de sens. Françoise s'éclate aussi en regardant la BD, c'est tout bien. Voilà, je conseille. Mais Françoise, je crois que... Réveille-toi, Françoise. Françoise. Je te prêterai, Françoise. Oui, voilà. Alors François, justement, une belle plante qui s'est penchée sur des belles planches. Non, j'aimerais répéter encore, ça fait plaisir. Mais donc, dans cette rubrique libre de fin d'année, moi je vais vous livrer un petit peu de moi, c'est-à-dire une réflexion à savoir ce que j'aime spécifiquement dans certaines BD. Alors évidemment, dans la BD, moi j'aime bien les histoires, les héros imaginaires ou pas, les univers, les émotions, bien sûr, les dessins, il y a des trucs qui sont absolument magnifiques. Mais là, je vais rendre hommage à tous ceux qui contribuent à leur élaboration, à l'élaboration de ces documents, les graphistes, les coloristes, dessinateurs, qui apparaissent d'ailleurs de plus en plus dans l'ours, m'a dit mon voisin tout à l'heure. Oui. Alors je ne sais pas ce qu'il peut y avoir encore comme autre personne consacrée au dessin pur. Dans les comics américains, ils le font plus souvent peut-être que dans les BD françaises. Beaucoup plus. Voilà, c'est ça. Mais j'en ai vu quelques-unes des BD où ça commence à s'apparaître. Alors ma question, c'est marrant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, comment peut-on transformer une idée en dessin ?
on part d'une idée et comment on arrive à créer un personnage, un univers, mais à le matérialiser, quel ressort, quels efforts. Alors moi, je suis admiratif, je suis scotché à chaque fois, de Pif Gadget à Del Blanc-Sec en passant par Corto. Quelle mouche pique ces artistes, et notamment mon voisin de gauche, là, pour qu'un d'un seul coup, ils se disent, ça y est, c'est ça, et qu'en plus, ça marche, quoi. C'est ça qui est fou. Mais alors, je suis vraiment spécialement fascinée, parce que j'ai baptisé justement les belles planches. Les belles planches, c'est-à-dire on tourne les pages, on lit sa BD. Moi, je suis toujours installée avec plein de coussins et des tas de trucs comme ça. Et d'un seul coup, on tourne une page et alors là, c'est la rencontre. Là, j'en ai une à côté de moi. C'est un personnage du Druyet. C'est une page complète, voire une double page. Je pense qu'il y a peut-être un nom pour quelque chose d'aussi gros, d'aussi majestueux. Je me fais appel à notre centenaire. Je ne sais pas. Une double page. Pour une fois que c'est quelque chose. Voilà. On sent tout de suite le Il n'y a rien de spécial. Oui. Alors ça, ces pages, je tourne les pages, donc je rentre l'histoire et j'arrive à sortir de l'histoire et je m'y attarde, je les regarde, je les épluche, je les caresse, je les savoure. C'est ce qu'on pourrait baptiser un plaisir solitaire et sensuel, parce que j'aime bien caresser ces planches et les belles BD. C'est des chefs-d'œuvre de pureté, de complexité, toujours une immensité, soit sur un personnage, soit sur l'histoire. Alors, moi, je trouve ça fascinant. Alors, mes collègues, la dernière fois, en préparant les émissions, m'ont dit que c'était... Je ne sais plus comment ils l'ont dit, mais c'était un petit peu un échec, parce qu'une BD, ça obéit à un rythme, à une séquentialité, et que si jamais on part, on se fait happer. C'est ça ? J'ai dit des... Non, en fait, il y a un rythme. Il y a un rythme qui est imposé. Voilà, il y a un rythme qui est imposé. Et moi, je sors du rythme, c'est ça. Et c'est pas bien, on m'a dit. Eh ben, tant pis. Imposé. Tu peux passer du temps sur une planche. Tu peux passer du temps sur une case. Mais après, si tu veux, c'est le dessinateur qui va... Enfin bon, non. Je sais qu'il y a quelque chose, il y a un débat à avoir là-dessus, effectivement, que si le lecteur échappe au rythme, c'est que c'est pas vraiment le but. Alors moi, j'échappe pas au but, je fais des pauses, c'est des oasis en quelque sorte. Moi, j'aime ces planches que je trouve merveilleuses, comme j'aime les tableaux du Louvre, c'est le même plaisir. Alors, je pourrais citer mes chouchous, et notamment mon chouchou absolu, c'est Salammbô de Druyet. Je l'ai à côté de moi, là, pas Druyet, mais la bande dessinée. Je regrette d'ailleurs, parce que j'aimerais bien le rencontrer, celui-là, quand même. Il faut aller à Angoulême. Parce qu'il y a une grande, justement cette année, à Angoulême, il y a une super expo Druyet. Ah là là, j'ai vu, j'ai écouté en interview. Il a une vie pas possible, ce type. C'est une chapelle, etc. Et je crois que c'est la grosse expo d'Angoulême. Bon, il y a aussi des grosses expos manga, ça j'en parle. Mais la grosse expo d'Angoulême, c'est sur Druyet cette année. Si t'aimes bien les grandes cases, il travaille des cases. Il faut aller les voir. Excessives. Il faut aller à Angoulême. Amis auditeurs, on va faire un bus pour aller à Angoulême. Pour aller voir. Là, Salammbô, c'est vraiment un collab. Bon, c'est un texte quand même à la base de Gustave Flaubert. Je ne sais pas si Flaubert savait qu'un jour il travaillerait avec Druyet. Je ne sais pas bien, voilà. Mais c'est vraiment parler de la beauté, de la magnificence d'une page illustrée, c'est radiophonique. Mais je vous propose de lire la BD et puis après de nous faire un commentaire sur Facebook, puisqu'on est sur Facebook. On mettra des images sur Facebook. Oui, on mettra des images, je peux te la prêter, effectivement. C'est vraiment, c'est troublant à chaque fois. Le syndrome de Stendhal, c'est ça, qui était devenu fou devant la beauté de la ville de Florence. Alors, il y en a d'autres. J'ai emprunté récemment une BD pour adultes qui s'appelle La Sève. Alors, par un dessinateur qui s'appelle Chéri. Il a chopé le pseudo-là uniquement pour faire des bandes dessinées licencieuses, parce qu'il écrit par ailleurs, mais j'ai pas trouvé qui c'était. Mes petits camarades, si vous trouvez, ce serait bien. Et il y a des planches, enfin, je sais pas, oui, il y a des planches un peu chaudes, mais il y a vraiment des petits bijoux. Et puis, alors un autre bouquin, que j'ai trouvé dans un arbre à livres, on trouve dans les arbres à livres, qui s'appelle L'Indien de la Tour Eiffel, par Fred Bernard et François Roca. J'ai trouvé dans un arbre à livres ce qu'elle se dit. Il y a un dessin de baiser, ça vaut le penseur de Rodin, c'est plus vivant en plus, c'est ça. Alors des questions me viennent devant tant de beauté, et là je sais pas trop. Est-ce qu'on peut découper les pages d'une BD pour les encadrer? Alors c'est BD à soi, pas celle qu'on a pris à la médiathèque. Alors après, tu peux acheter des planches auprès des dessinateurs, mais alors si tu veux acheter une planche de Druyet, mais la découper, mais voilà. 9 000 €. À partir de 9 000 €. En petite coupure usage. Ça va encore. Les petites. Mais découper, voilà, des fois j'avais envie, je savais pas si c'était un hommage ou un sacrilège. Est-ce qu'on a le droit de les copier? Alors je sais qu'on a le droit de faire des copies, par exemple de la Joconde, mais à condition que ça soit pas le même format, pas la même taille. Est-ce que c'est la même législation? Non. Avec un Ricard. Il paraît qu'elle a un beau sourire. Voilà. Non, voilà. Est-ce qu'on peut les copier? Est-ce que c'est la même législation que les œuvres d'art? Parce que j'aimerais bien, j'espère que c'est la même législation, parce que j'ai appris que cinéma et bande dessinée, c'est le 7e art, et ça serait un petit peu, d'après certains articles, dans le même panier. Alors voilà, même si c'est pas académique, moi les belles planches dans les BD, j'aime bien. Ce qu'on trouve en tournant les pages et qui ravissent la lectrice que je suis, qui m'enivrent et qui font vraiment aimer la bande dessinée. C'est pour ça.
Eh bien, merci Françoise pour ce coup de cœur. Merci. On essaiera de répondre à tes questions, on verra. Maintenant, Olivier, dis-moi, t'aurais retrouvé les Dalton, toi? Ah, je voulais demander à Charles qu'il me fasse tagada. Voilà, les Dalton. Ah, mais il faut que je m'entraîne quand je chante, c'est ça. Ah Ouais, oui, c'est ça, faut bon, chauffer la d'accord, voix. ouais, Faut chauffer la voix. ouais. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'étais gamin, alors on est toujours dans le cadre de Noël, hein, l'après-midi il y avait toujours des films qui étaient diffusés, des films de pirates, de cap d'épée, d'aventure, puis des westerns. Ah, j'adorais ça quoi. Et je garde un souvenir très cocooning de ces après-midi passés devant la télé. Bien au chaud dans le canapé pendant qu'il faisait froid, il neigeait. Ouais, parce qu'il y a une époque, l'hiver, il neigeait un peu. Hein, c'est plus Il trop le faisait cas. froid. Bon, on n'est pas là pour parler de moi quand même. Hein. Mais du coup, je vous propose aussi de vous installer bien confortablement dans votre canapé et d'ouvrir un très très bon western. Il s'agit de l'album Les Dalton d'Olivier Visonneau au scénario et de Jésus Alonso au dessin. C'est aux éditions Paquet et ça vient de sortir en intégrale de 2 tomes qui étaient sortis en 2016 et 2018. Du coup, alors dans cette histoire, on va pas retrouver les Dalton de la série Lucky Luke avec Joe, Jack, Avril et William. Mob. Hein William. Voilà. Bon, celui-là, on en parle moins souvent. Que du petit Joe Arnu. Oui, Joe et Avril, c'est Les extrêmes. Les extrêmes. Ouais, les extrêmes. Souvent les extrêmes. Voilà, et donc on n'aura pas non plus le célèbre cow-boy solitaire qui tire plus vite que son nom. Ah, moi, j'aime bien Rottemplan. Ah, tagada, voilà les Dalton. C'était Jodassin, ça. À la place de crayon, ils avaient des limes. Merci Jean-Luc, c'est super bien, merci. Non, alors là, on va pas avoir les Dalton de Lucky Luke, mais on a affaire aux vrais frères Dalton, et plus particulièrement à Grattan, dit Gratt, Robert, dit Bob, et Emmett, dit Emmett. En fait, il n'y avait pas de surnom. Alors, on arrive dans l'histoire au moment où Frank, l'aîné des Dalton, et aussi Marshall adjoint, il se fait tuer. Et oui, vous avez bien entendu, l'aîné des Dalton, à l'époque, c'était en gros un policier. Et en fait, à cette époque-là, les Dalton, ils ont la justice dans le sang. Et oui, Gratt, lui, c'est un ancien Marshall. Bob, il est Marshall. Et Emmett, le petit, il veut suivre les pas de ses frères. Bref, c'est que des gentils garçons. Oui, mais enfin, voilà, avoir la fibre justicière, ça nourrit pas son cow-boy. Alors, parfois, Bob, il ferme les yeux sur certains trafics en acceptant quelques pots de vin ou de whisky. C'est de la fiction. Oui. Mais de concours de circonstances, à de mauvaises rencontres, la dérive vers l'argent facile est vite arrivée. Et Gratt, Bob et Emmett, à force de côtoyer des bandits, les poches remplies de dollars, ils vont finir par s'acoquiner avec une bande de crapules sans foi ni loi. Et là, ils commencent à voler l'argent qui est transporté par les compagnies ferroviaires. Et c'est là qu'ils vont se faire une réputation et devenir la célèbre bande des Dalton. Et tous les Marshall, on dit un Marshall ou un Marshall et des Marshall, je sais plus. Marshall, faudra qu'on vérifie. Les maréchaux. Marshall des maréchaux. Et tous les services de sécurité des compagnies de chemin de fer, ils vont se mettre à leur trousse pour essayer d'arrêter ces dangereux criminels. Voilà, donc sans vous spoiler l'album, parce que de toute façon, on sait très bien ce qui est intéressant, c'est qu'on explique bien que, si tu veux, ils étaient appréciés par les gens, parce que c'était une sorte de Robin des Bois, parce que les chemins de fer, c'était quand même des saloperies à l'époque-là, qui étaient... Non, mais c'est vrai. Donc, c'était des paysans qui voulaient profiter du chemin de fer pour faire du commerce, et ils ne pouvaient pas tellement, les prix étaient exorbitants. Donc, les Dalton les vengeaient en quelque sorte. C'était vraiment... il y a de très beaux passages là-dessus. Même les gars de la compagnie de chemin de fer qui se font braquer, on est content de se faire braquer par les Dalton. Mais c'est tout à fait ça, c'est l'esprit, et ça c'est très bien remarqué. C'est vrai que c'est quelque chose qui est méconnu en fait dans l'histoire des Dalton, on ne le sait pas très bien. On imagine c'est les... Voilà, ils flinguaient tout ce qu'il y a. C'est quand ils ont commencé à piller les banques que ça s'est mal passé. Parce que là, ils piquaient l'argent des vrais gens. C'était pas l'argent du chemin de fer. C'est ça. Et donc, c'est en attaquant une banque, justement, que ça s'est mal terminé pour 2 d'entre eux. Gratt et Bob, je crois, et Emmett s'en est sorti plus ou moins sans trop de dégâts. Voilà, donc, alors j'étais en train de dire, sans vous spoiler ce qui va leur arriver, on sait très bien ce qui va leur arriver. Et Charles a très bien expliqué
ce que j'étais en train de dire. Ça Donc, s'appelle une on est explication raccord. de texte. On est raccord et c'est très bien parce qu'en fait, ça veut dire que l'album il Ouais. fonctionne bien. Mm. Et c'est vrai que même si c'était en fait un petit peu effectivement des Robin des Bois, c'était quand même la vie là-bas à l'époque c'était un peu rude aussi, c'est le Far West. Hein. Et la frontière entre la justice et le crime, des fois c'est un peu flou. Être un bon voleur ou un mauvais marshal, des fois c'était un peu la même chose. Voilà donc un très beau western que je pense on peut conseiller avec une histoire romancée, c'est plus facile à lire, mais qui se veut plus proche de la réalité. J'ai trouvé que c'était assez bien documenté. Et concernant le dessin, il est sec, incisive. Moi, j'ai trouvé que ça portait bien l'histoire. Donc, un album qui ira très bien sous le sapin. Je rappelle, Les Dalton, l'intégrale de 2 volumes par Olivier Visonneau au scénario et Jésus Alonso Jesus Alonso au dessin, aux éditions Paquet. Et avouez qu'un cadeau de Noël par Jésus, c'est plutôt bien. C'est un bon c'est cadeau. bienvenu. Voilà, Oh, merci. Je n'ai pas vu venir ça. C'est vrai. Félicitations. Ah, voilà. je ne pouvais pas faire autrement. Eh bien, pour finir l'année, nous allons sacrifier à la tradition des médias, de nombreux médias. Vous vous attendez à quoi, les amis? Un gâteau? Attention, non. Un chèque? Non. Une petite coupe de champagne. Non, mais peut-être. non, pas du Un tout. peu de vin, je sais pas. Non, on vous a préparé un best-of de l'année. Ouais. Un bêtisier. Voilà, C'est- un oui, petit bêtisier. attention. Voilà. D'ailleurs, on en a déjà noté avec Anne-Marie. On a déjà noté J'ai des pris des petites notes bricoles là, pour aujourd'hui pour le bêtisier prochain. Alors voilà, donc on a refouillé un petit peu dans les archives de cette année. Alors vous le savez, maintenant au son des bulles, ce qu'on cherche à faire, c'est vous partager, chères auditrices et chers auditeurs, notre passion de la bande dessinée. C'est trouver aussi les arguments qui vous donneront envie de lire les albums qu'on a choisi de vous présenter. Alors, comme par exemple avec toi, Francine, qui, ce jour du mois de mai, a trouvé les mots pour accrocher de futurs lecteurs ou de les faire fuir. Je sais pas, c'est à voir. C'est sombre, très sombre, glauque, dérangeant. Rien ne nous est épargné. Chantage, menaces, enlèvements, abus en tout genre, sexe, drogue, alcool, vengeance, scène d'orgie et sans oublier le fantôme qui hante le plateau. Voilà. Bon, alors, je sais, bon, Fric parade. Ouais, oui, bravo. Alors, c'est vrai que sorti du contexte, ça fait un petit peu bizarre, mais voilà, tout ça, ça explique bien l'ambiance de l'album. Et donc, tu te souviens que c'était Fric Parade de Fabrice Collin, Joël Jolivet chez De Noël. Non, mais c'est vrai que lire, en fait, c'est surtout une question d'ambiance. Je pense qu'il faut se poser, ne pas se presser. Et puis d'ailleurs, Françoise, elle nous a clairement dit à un moment donné ce qu'il fallait faire. C'était au mois d'avril sur une émission consacrée à la BD et l'Espagne. Alors faites-vous plaisir, calez-vous dans votre canapé préféré, une bougie, un cognac, comme vous voulez, du calme. Un whisky pour moi, s'il vous plaît, madame. Ouais, un whisky, voilà, un rhum pour moi, enfin chacun ses trucs. Charles, je sais pas. Vodka. On va finir le tour de table, David. Les commandes sont passées. David, pour toi, c'est quoi? De quoi, la BD qui me... Alors, le moment de plaisir, la vodka, le rhum... Non, moi je ne bois pas d'alcool. Zéro alcool. D'accord. Donc on de le garde champagne ou de pas? temps en temps. Oui. Une coupe de champagne Et que de champagne, Francine. Je l'ai dit tout à l'heure, le champagne. Le champagne. Ouais, moi aussi, j'ai un petit faible pour le champagne. Donc, on pourra en ouvrir une bouteille. Oh bah oui, Alors, on n'hésitera pas. on va péter Et si on la le bouteille. fait, alors aussi, chères auditrices, si vous suivez les conseils de Françoise, faites-le aussi avec modération, bien sûr. Voilà, mais ce qui nous anime tous, en fait, c'est le respect du travail fourni par les auteurs de BD, du travail de titan. Là, vous le savez, les collègues, ce que c'est d'écrire une BD. Et en tant qu'animateur, on se doit de soutenir ces efforts, comme toi, par exemple, Anne-Marie, qui, dans cette même émission du mois d'avril... C'est bien parce que c'est épais. Enfin, pour la compile, c'est très épais, mais on n'est pas obligé de tout lire. Voilà, c'est vrai que c'est un bon conseil après tout. Je sais pas, vous pouvez témoigner, les collègues. Vous mettez combien de temps pour faire un album? Rien à ajouter là. C'est vrai, voilà. On est... un an, bon, ça va. Ouais, du coup, on n'est pas obligé de tout lire, enfin. Non, mais je taquine, Anne-Marie, parce que je sais que tu n'hésites pas, et vous n'hésitez pas d'ailleurs, à vous investir et à aller sur le terrain quand il le faut, comme en témoigne la précision que tu as jugé nécessaire d'apporter dans une émission du mois de mai consacrée à la politique.
Un petit ajout, si vous voulez en savoir plus sur la vache qui rit, il y a la maison de la vache qui rit dans le Jura. Mais je crois qu'il y a des planches de dessin justement à la maison de la vache qui rit. Ah bon? Ouais. On y va quand on va passer l'été dans le Jura sous la pluie. Et vous avez le beau temps garanti. Voilà, ça c'est de l'investigation, c'est du terrain, c'est du vécu. Et pourquoi la vache qui rit, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors pourquoi la vache qui rit? Après les vacances dans le Jura pluvieuse, on a eu les arrosages de l'océan, des vagues de l'océan à Saint-Malo. Oui, on prend des risques. Bravo. Voilà, c'est comme ça aussi, vous voyez, notre engagement dans le Son des Bulles, c'est aller au plus proche des auteurs, c'est se rendre dans les festivals et s'intéresser à ce qu'il y a de plus riche dans cet univers, comme l'a fait Jean-Jacques en recevant au mois de mars Alain Bernard, venu présenter le festival Bulles en Barrois de Bar-le-Duc. Et question importante. Je viens à Bulles-en-Barrois, est-ce que j'aurai à manger? Ah oui, c'est vrai, quoi. C'est important. C'est important de confirmer quand même. Spirituel. Ah oui, c'est bien de se nourrir l'esprit, mais quand même, il faut nourrir le corps. Hein. Les salons, c'est la possibilité, justement, pour les professionnels de BD, de se rencontrer autour de moments conviviaux. Et quand un auteur de bande dessinée rencontre un autre auteur de bande dessinée, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, j'ai eu la chance d'être convié à cette sympathique réunion et par le plus grand des hasards, je me suis trouvé à une table de dessinateurs belges, où les sujets de discussion étaient centrés sur le vélo. Le vélo. Il faut croire qu'il y a beaucoup d'auteurs BD passionnés par le vélo aussi. Oui. On a appris avec Sampé là tout à l'heure aussi, qui était un grand cycliste. Voilà. Et avant de terminer cette rubrique, je voulais qu'on se prenne une petite sucrerie, un petit doudou, une mandarine de Noël, un bonbon, une guimauve. En effet, c'est vraiment une équipe avec beaucoup de qualité. Ils sont tous talentueux, intelligents, formidables, et en plus, ils sont beaux. Ça, quand même, si c'est pas merveilleux, hein, c'est vrai que c'est nous qui parlons quand même. Merci Jean-Jacques, on te retourne le compliment et surtout, on te fait de grosses bises. Et puis, comme en France, tout se termine par une chanson. Et toi, t'as pas fait de bêtises dans l'année? Jamais. Il s'est coupé au montage. Tu feras le bêtisier la prochaine fois. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. La, la, la. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Tagada, tagada, tagada. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. La, la, la. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Eh bien, merci à nos chroniqueurs pour leur participation très active tout au long de cette année. Grand merci à nos techniciens qui ont toujours été très patients. Merci Jean-Luc. Merci spécialement à Jean-Luc pour aujourd'hui. Merci à nos auditeurs de nous écouter. À nos auditrices aussi. À nos auditrices aussi. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site rcn-radio.org et sur la page Facebook Le Son des Bulles. C'est tout à fait ça. Et puis nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. À bientôt. Et voilà, il y a un petit dessin de David pour la fin. On va le prendre en photo. RCN, www.rcn-radio.org